Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à votre émission Sur la Brèche. Sur la Brèche ce soir, Monsieur Yoporika Somé, docteur en philosophie et en égyptologie, écrivain, enseignant à l'université d'Edan Kimati, c'est à Nyeri, au Kenya. Bonsoir, Monsieur Somé. Bonsoir. Et merci de passer répondre à nos questions sur la Brèche. Monsieur Somé, vous êtes né en Côte d'Ivoire, où vous avez commencé votre parcours scolaire, précisément à Azaguié. On s'arrête déjà un moment sur ce parcours scolaire-là. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quel contexte vous êtes allé à l'école? Ok, bon, voilà, je suis né à Azaguié, comme vous avez dit, et j'ai commencé l'école là-bas un peu par hasard, disons. Parce que le maître d'école, à l'époque, c'était un ami de mon père. Et je ne devais pas avoir l'âge pour y aller, je devais avoir 4-5 ans. Et puis, il m'a confié à ce maître d'école qui venait du même village que lui. Et donc, je suis allé dans sa classe. Je pense qu'il pensait que je n'allais pas tenir. Voilà. Mais j'ai fini l'année et puis, normalement, je devais passer en classe supérieure. Et c'est cette année-là que nous sommes rentrés en Haute-Volta. Voilà, vous revenez donc au Burkina Faso, bien sûr avec les parents. Vous poursuivez donc les classes, non, précisément à Babora, c'est dans le Yoba. C'était une école garçon. Une école garçon, voilà, à l'époque. Mais parlez-nous déjà du contexte. Vous êtes né en Côte d'Ivoire et tout, subitement vous revenez au pays. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais écoutez, comme toute personne, les lieux de naissance, on ne choisit pas. Donc c'est au gré des déplacements des parents. Donc mes parents étaient en Côte d'Ivoire, ils travaillaient là-bas, ils avaient une plantation. Et puis à un moment donné, ils ont décidé de revenir au Burkina. Et donc la famille est rentrée. Et j'ai repris ma scolarité à l'école de l'endroit où ils s'étaient installés. Ça n'a pas été difficile? Pour moi, non. J'ai pas de souvenirs désagréables de l'époque. Au contraire, c'était un changement et c'était intéressant pour moi. Parce que je sais que des témoignages qui nous reviennent souvent, certains des Burkinabés qui étaient en Côte d'Ivoire à l'époque menaçaient de sanctions leurs enfants quand il s'agissait de les ramener au Burkina Faso. Ah non, nous n'avons pas connu ça. Je n'ai pas connu ça du tout. C'était une transition, quoi. C'était, voilà, on rentrait au pays. Je considérais la Côte d'Ivoire, ou le lieu où je suis né, comme mon pays. Et là, on revenait dans mon deuxième pays à l'époque. C'est comme ça qu'on voyait les choses, quoi. En tout cas, tout se passe bien. Visiblement, M. Somé, l'intégration dans le système scolaire de la Haute-Volta à l'époque, le Burkina Faso. Voilà où vous poursuivez. On vous retrouve ensuite au petit séminaire de Nassau. C'est cela. Voilà, pour poursuivre donc vos études secondaires. Oui. Puis donc à Kossoguin. Voilà, le séminaire de Kossoguin, ça c'est à Ouagadougou ici. C'est ça. Pourquoi on a l'impression que vous êtes resté depuis le début quand même dans des écoles religieuses? Disons, oui, voilà. En fait, à l'époque, il faut que les gens comprennent, à l'époque, c'était ça. L'école où j'ai été, à Babora Garçon, alors c'était une école déjà, d'abord tenue par les religieux, qui a été reprise par l'État. Donc c'était une école publique. Ensuite, à l'époque, quand on arrivait au CM2, on passait différents concours. Moi, je sais que j'avais réussi le concours pour aller à Nassau et celui pour aller à Pierre-Poula, à Diebougou. Et puis, je pense que l'influence de ma mère a dû jouer beaucoup pour Nassau. Je n'ai pas de regrets. Voilà, on a été formés, on va dire, à la dure, mais ça nous a appris à devenir des hommes très tôt. Voilà, c'était un internat. C'était la formation avec de la poigne et de la rigueur? Non, la formation, disons pas de poigne, mais c'était une rigueur, un sérieux dans le travail. Et je leur suis reconnaissant de m'avoir inculqué ça dès le début. Voilà, le sens de l'effort et du travail bien accompli. Ça, c'est ce qu'on peut leur reconnaître. À Kossoguin ensuite? À Kossoguin aussi. Voilà. Et quand on est sorti de là, alors à l'époque, on avait un peu d'appréhension par rapport à nos camarades qui étaient dans les lycées comme Zenda ou Ezin Koulibaly à Bobo. Et puis on arrive à l'université, on se rend compte qu'on se faisait peur pour rien. Mais est-ce que tout cela ne vous a pas donné peut-être à un moment donné de votre parcours l'envie peut-être de poursuivre dans les ordres, qu'on ne peut devenir prêtre? Je dirais, oui, je dis, étant plus jeune, certainement. Et après, j'ai dit, certainement l'influence de ma mère, quand même.
je répète ça. Et Elle souhaitait que vous deveniez prêtre? Je pense que c'était son souhait. Et après, bon, on se construit soi-même, on regarde, est-ce que c'est ça vraiment qu'on veut faire? Est-ce qu'on peut continuer dans cette voie-là simplement pour faire plaisir à sa maman, à qui on tient? Mais je veux dire, c'est ma vie, c'était pas la sienne. Et donc, je pense que je crois que c'était pas ma voie. Mais encore une fois, l'éducation et la formation reçue là-bas m'a été d'un très grand secours. Et je pense est-ce que ces écoles-là, finalement, catholiques, ne sont pas aujourd'hui un peu victimes de leur succès? Parce que autant il y a une crise des vocations, autant il y a un engouement pour ces écoles. Non, chacun veut y envoyer ses enfants. L'engouement pour ces écoles-là a une explication toute simple. Ce que n'importe quelle école devrait donner, l'école publique surtout, c'est le sérieux dans l'enseignement, la discipline, la rigueur, c'est-à-dire former, éduquer des jeunes gens, éduquer des citoyens. Eux l'ont fait. Bon, voilà, moi j'en ai été heureux, je suis un produit, et je pense que notre école publique devrait fonctionner comme ça. Devrait s'inspirer des écoles Parce qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens, quand même, il faut le dire. Et ils arrivent à ces résultats-là. Comment se fait-il que des États, enfin, des écoles qui sont soutenues par des États, un État, je veux dire, un individu peut ne pas avoir les moyens, mais un État quand même, c'est pas quoi. Mais je pose ma question maintenant, la crise des vocations, parce que au départ, quand même, c'est vrai que c'est former des hommes, mais l'objectif aussi, c'est de susciter des vocations. Oui, aujourd'hui, autant les parents, chacun fait des pieds et des mains pour placer son enfant dans une école religieuse. Mais au bout, beaucoup ne souhaitent pas. Certainement pas pour qu'il aille forcément dans les ordres, je pense. Bon, moi, je ne dirais pas qu'il y a une crise. Je veux dire, quand on a suivi cette éducation-là, je pense qu'on est une personne différente dans la société, qu'on ait été dans les ordres ou pas. Et je pense que c'est ça la forme. Le rôle de l'école, ça devrait être ça, quoi. Former le citoyen, quoi. Après, qui peut se déterminer pour telle ou telle option, tel ou tel métier, et laisser le choix. Parce que c'est vrai, quand on y entre en 6e, bon, on ne peut pas garantir que 10, 12 ans après, on ait la même orientation. On peut changer, heureusement. Bon. Monsieur Sommet, en tout cas, vous poursuivez le bac A4 en 1984. C'est cela. Et ensuite, l'université de Ouagadougou. Où vous optez donc pour la philo. C'est cela. La philosophie. Pourquoi la philo? Je pense que c'est lié à mon parcours. Alors, le bac A4, c'est un bac littéraire. Et moi, alors, si je reviens un peu en arrière, j'avais étudié le latin dès la 6e. Bon, j'ai appris du grec un peu plus tard, mais ça me prédisposait d'une certaine façon à la philosophie. Et c'est ce que je souhaitais faire. Et je pense que, voilà. À l'époque, est-ce que vous aviez une ambition particulière en allant à la philosophie? C'était juste assouvir une passion? Je souhaitais faire des études qui correspondaient à ce que j'attendais, hein, pour me former. Et puis, je souhaitais être professeur de philosophie. Voilà, parce que c'est une discipline qui me parlait, qui m'intéressait. Le côté réflexif, le côté retour sur le passé et le côté prospectif, c'est-à-dire envisager le monde à venir, sur l'existence. Oui, voilà, et toutes ces questions-là, et surtout la part que nous avons prise en tant que peuple dans cette aventure de la pensée. À l'époque, c'était très difficile. Nous avions peu de moyens d'aller jusqu'au bout de nos interrogations. La situation a beaucoup changé. Mais vous n'aviez pas quand même des appréhensions, parce qu'il y a des clichés aussi qui entourent la philosophie et les philosophes. Certains ne vous ont jamais dit que vous êtes peut-être fou? Non. Bon, je sais que ça existe. Voilà, que c'est un cliché, mais nous étions des gens discrets, donc voilà, on ne se promenait pas avec une banderole sur laquelle il était écrit étudiant en philosophie. Donc voilà, on était discrets et moi je ne me souviens pas avoir entendu ce genre de réflexion. Un peu plus tard, oui. Un peu plus tard, oui. Ok. En tout cas, vous poursuivez vos études, notamment donc en France, à Strasbourg précisément. Oui. Voilà, expliquez-nous comment vous vous êtes retrouvé à Strasbourg. Alors, j'avais un professeur ici, un Français,
donc qui nous a tenus en première et deuxième année, et qui avait ses propres amis, donc dans différentes universités, dont celle de Strasbourg. Et puis je pense qu'il m'aimait bien. Il m'a dit, Yokoreka, je pense que Strasbourg c'est bien pour vous, donc je suis allé là-bas, sur sa recommandation. Et je pense que, voilà. C'est là-bas donc que vous avez validé votre doctorat? Voilà, c'est là-bas que j'ai fait la licence, la maîtrise, le doctorat de philosophie. Docteur... Et j'ai un peu fait aussi de la sociologie dans la même université. Oui. En tout cas, docteur en philosophie, je l'ai dit en début d'émission, vous êtes aussi docteur en égyptologie, oui, notamment de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Voilà, en fait, j'ai commencé à m'intéresser de façon très sérieuse à l'égyptologie, à la langue égyptienne, une fois que j'ai fini ma thèse de philosophie, en fait. Et donc, je suis allé m'inscrire à l'Institut d'égyptologie de Strasbourg pour apprendre la langue égyptienne et pour répondre à certaines interrogations à l'époque. Lesquelles, par exemple? Parce que bon, on a envie de savoir qu'est-ce qui vous attire non, dans une discipline qui peut sembler aussi... non, à l'époque, bien sûr, j'avais entre-temps connu les œuvres de Cheikh Anta Diop. Donc c'était une découverte. Et puis, à l'époque, ça discutait beaucoup pour savoir qu'est-ce que cette civilisation, l'Égypte ancienne. Est-ce que c'est l'Afrique? Est-ce que c'est l'Orient? Voilà. Et donc, moi, étant étudiant en philosophie, je connais les textes de Platon, où il est très souvent question de l'Égypte. Hein. Par exemple, un livre comme un dialogue comme le Timée, c'est bourré de références à l'Égypte ancienne. Donc, c'est l'argument que j'ai présenté à l'Institut pour être accepté. Mais ce n'était pas vraiment pour cette question-là que j'étais allé. Je voulais connaître la langue égyptienne et savoir de moi-même si cette civilisation était africaine ou non. Bon, mais l'intérêt, voilà. Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? C'est le même intérêt qu'on a à apprendre le latin, par exemple. Parce que certains diraient, bon, l'égyptologie, à quoi ça sert? Alors, c'est la même chose. On peut dire l'histoire, à quoi ça sert? La connaissance de la géographie, à quoi ça sert? Les mathématiques, etc. Bon, alors, je peux dire deux mots sur l'égyptologie. En fait, il ne faut pas simplement penser que c'est une discipline à part. Bon, c'est présenté ainsi. Moi, ce n'est pas ma façon de voir les choses. L'égyptologie, si vous voulez, pour aller très vite, c'est comme un chapitre dans l'histoire ancienne de l'Afrique. Ce n'est pas le premier chapitre, c'est peut-être le 4e, le 5e, voire le 6e chapitre. Voilà, c'est-à-dire de l'aventure humaine sur le continent africain. Et donc, si, pour les Africains comme nous, si nous voulons être sérieux, ce serait étonnant, étrange, de ne pas remonter jusqu'à ce passé-là et même au-delà. Parce que sinon, on se demanderait qu'est-ce que nous faisons là, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, il est définitivement accepté, entendu, que la civilisation égyptienne est une civilisation noire? Mais bien sûr. Bien sûr. Je ne veux pas dire que des gens ne discutent pas. Comme des gens discutent pour savoir si un homme et une femme font le même travail, s'il faut payer le même salaire aux deux. Il y a des gens qui discutent de ça. Il y a des gens qui discutent pour savoir est-ce qu'un Africain, un noir et un blanc peuvent avoir la même dignité. Mais est-ce qu'on va entrer dans cette discussion? C'est comme ça, il en est de même pour l'Égypte ancienne. Est-ce que c'est africain ou pas? Parce que dans la tête et dans la perception des personnes, elles ne sont pas nombreuses hein, qui discutent de ça. L'Afrique, ce n'est pas une terre de civilisation, c'est-à-dire il ne peut rien... Le noir ne peut pas être à l'origine des choses aussi évoluées, pas seulement de la civilisation, que les pyramides et tout ça. Pas seulement de la civilisation de l'Égypte ancienne, parce qu'on peut laisser ça de côté. Mais le noir n'a pas pu être auteur de la civilisation de Noc, d'Ifé, de la muraille de l'Europénie. On nous a aussi vendu la thèse des Phéniciens, même à l'Europénie, alors à 1000 km de la mer. Grand Zimbabwe, c'est pareil. Alors, à plus forte raison, les pyramides d'Égypte, les temples funéraires, les obélix, etc., etc. Et en ce qui concerne l'Égypte, ce n'est même pas ça, selon moi, l'essentiel. Ce sont les valeurs
que cette civilisation a créé et a porté à un point de perfection tel que notre monde actuel continue de s'en inspirer. Donc, si vous entrez dans la tête d'un raciste, il lui est impossible d'accepter ça. Ou alors il devient un autre être humain. Donc, on n'a pas... Mais est-ce que ce n'est pas difficile à accepter? Est-ce que ce n'est pas en lien aussi avec la situation, disons, du noir aujourd'hui? Parce que quand on regarde l'Afrique noire aujourd'hui, quoi qu'on dise, c'est quand même un continent qui est resté à la traîne. Non, mais... alors qu'on estime que c'est un continent qui a été à la pointe de la civilisation à une certaine époque. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe? Non, il n'y a aucun paradoxe. C'est-à-dire que si nous faisons fi de l'histoire, évidemment, on va se retrouver, on va se réveiller et dire, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui? Mais prenons, c'est quoi l'histoire de l'Afrique? Au dernier millénaire, les 1000 ans en arrière. C'est une histoire, enfin, bon, j'exagère peut-être un peu, donc réduisons ça à 500 ans, hein, où l'Afrique a perdu le contrôle d'elle-même, de tout ce qu'on peut imaginer qu'elle avait dans les périodes précédentes, à l'époque pharaonique, à l'époque des grands empires, malgré des difficultés, malgré des hauts et des bas, mais à partir de la fin du XVe siècle, on va dire jusqu'à maintenant, jusqu'aux indépendances, bon, pour rester correct, jusqu'aux indépendances, l'Afrique perd le contrôle d'elle-même. La population africaine est décimée. C'est un génocide. C'est-à-dire que nous-mêmes, Africains, nous n'insistons pas assez là-dessus. Je vais vous donner quelques chiffres donnés par une démographe, Mme Louise-Marie Diop Maes, c'est l'épouse de Cheikh Anta Diop. Sur la base de calculs effectués, elle estime que la population de l'Afrique noire donc, était à peu près entre 600 et 800 millions au XVIe siècle. Et à la date de 1930, donc en pleine période coloniale, la population n'est que de 130 millions. C'est-à-dire que là, on a affaire à une chute vertigineuse de façon progressive, c'est-à-dire que de la fin du 15e jusqu'au début du 20e siècle, la population n'a fait que baisser. C'est-à-dire que, logiquement, les Africains auraient dû disparaître du fait des différentes traites, les traites arabo-musulmanes, les traites européennes, la colonisation directe et ces atrocités que vous connaissez. Donc, parce que ça a conduit d'autres peuples à la disparition. Regardez les Indiens d'Amérique. Voilà. Donc, qui étaient auteurs de grandes civilisations. Mais c'est ça aussi l'évolution, la marche normale de l'histoire. Les plus forts ont toujours dominé les plus faibles. Voilà. C'est cela. Maintenant, l'Afrique n'a pas disparu. Elle est en train de se reconstituer. C'est ça que nous faisons en ce moment. Sans trop tenir compte de cette histoire-là. Et moi, je pense que nos problèmes viennent de là. Tous nos problèmes. Est-ce que ce n'est pas facile non, moi, toujours pointer le doigt accusateur sur l'autre, sur le blanc? Ce n'est pas une histoire de blanc ou de noir. C'est une histoire de domination, donc de rapport de force. Voilà. Comment se fait-il que nos meilleurs amis soient ceux qui nous ont dominés à ce point et chercher à nous exterminer? Nous pouvons être amis entre nous. Et peut-être amis avec ceux qui n'ont pas eu cette politique-là. Or, les meilleurs amis des Africains, ce ne sont même pas des Africains. Comment c'est possible? Donc, je ne suis pas en train d'accuser celui d'en face. Je parle de nous. C'est cela. Donc, tout ce qui nous arrive, vous êtes d'accord que c'est nous qui sommes les premiers responsables? Nous sommes responsables de ce qui arrive aujourd'hui. Et nous sommes responsables de ne pas tenir compte assez des leçons de l'histoire. De ne pas apprendre les leçons de l'histoire. Ça, c'est pas l'autre. Lui, il a écrit son histoire, elle est là, il ne conteste même pas. Mais il prétend que c'est le bien qu'il a fait. Voilà, il peut dire une chose, mais celui qui a vécu. C'est-à-dire que, comme on dit, il y a ce que la sorcière peut dire et il y a ce que la mère de l'enfant peut dire aussi. Les deux ne peuvent pas dire la même chose. Monsieur Somé, aujourd'hui, pensez-vous que l'homme noir est réhabilité?
Je pense que l'homme noir est en processus de réhabilitation. Et la réhabilitation totale viendra aussi avec une réhabilitation sociale, une réhabilitation culturelle, une réhabilitation économique, etc., etc. Est-ce que vous y croyez? Parce que beaucoup aujourd'hui sont des afro-pessimistes. Non, estime aujourd'hui si que vous voulez, la renaissance africaine et tout ça, ce sont des leurs. Non, si vous voulez, moi, dans tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, les choses qui sont publiques, dans tout ce que je peux dire ou écrire, et ça se voit que je crois en l'Afrique. Moi, j'ai foi en l'Afrique, j'ai foi en la renaissance de l'Afrique sur la base de sa propre énergie, de sa propre histoire, et je ne fais pas trop confiance aux aides. Selon moi, ça ne marche pas. Et il n'y a pas d'exemple dans le monde de ça. C'est-à-dire un processus de remise en ordre, de renaissance qui aurait été influencé par l'extérieur. Tout processus de... Justement, c'est pour ça que ça s'appelle renaissance. C'est-à-dire, c'est de repartir de sa base, de son histoire, de son contexte culturel pour réinventer un nouveau monde. Ce n'est pas un copiage du passé. Parce que ce que vous dites est bien beau, mais aujourd'hui, quand vous regardez, l'Afrique brille surtout par les mauvaises nouvelles. Quand vous écoutez les informations, la plupart du temps, quand ce n'est pas une épidémie, c'est une guerre. Quand ce n'est pas des élections ou bien un président qui se maintient éternellement au pouvoir, les pays qui sont censés se développer, vous prenez des pays comme la RDC, qu'on considère comme des scandales géologiques, aujourd'hui sont dans les tréfonds du développement. Est-ce que tout cela quand même ne vienne pas accréditer la thèse d'un continent entre griffes maudits qui... Non, mais je vous dis, bon, vous êtes journaliste, donc je pense que ce qui intéresse les médias, c'est ce qui ne... Voilà, par exemple, les Français disent c'est les trains qui n'arrivent pas à l'heure. Oui, ça arrive. Mais sur un ou deux ou trois qui n'arrivent pas à l'heure, combien partent à l'heure sans problème. Donc, dans les exemples que vous citez sont vrais, mais il y a aussi des exemples de réussite. Je dis que l'Afrique est debout. Elle est là. Nous avons des difficultés, certes. Nous n'avons pas perdu nos langues, nous n'avons pas perdu notre culture, nous n'avons pas perdu la maîtrise de notre territoire. Hein, le territoire est là, les Africains sont là, nous sommes nominalement indépendants. Donc qu'est-ce qui nous empêche? Nous sommes divisés. Nous sommes divisés et ça c'est peut-être la source principale de nos problèmes. Au regard du passé dont j'ai fait état, voilà, on devrait être plus soudés que quiconque. Parce qu'aucun autre peuple, peut-être, à part les Indiens d'Amérique, n'a eu l'histoire que nous avons eue. Un peuple qui a traversé cette histoire devrait savoir faire foule, pour reprendre une expression d'Aimé Césaire. Vous en voulez à qui? Est-ce que ce sont nos dirigeants actuels qui ne sont pas à la hauteur des enjeux historiques? Non, mais les dirigeants ne nous tombent pas du ciel. C'est ça, c'est qu'ils sont pas, et puis ils ne viennent pas comme ça à l'improviste, on les choisit. Donc il faut que nous soyons sérieux, nous-mêmes, avant de vouloir reprocher quoi que ce soit à nos dirigeants. Je ne suis pas en train de les défendre, vous connaissez bien ma position là-dessus, mais je m'adresse, je veux dire, au peuple africain. Il faut que nous prenions nos affaires en main. Et si les dirigeants font bien, nous les soutenons. S'ils ne font pas bien, nous les changeons. C'est tout. On ne peut pas les laisser... Parce que vu ce que nous avons traversé, je pense qu'on n'a plus tellement de temps, quoi. Est-ce que nous sommes mûrs pour la démocratie? Mais qu'est-ce que c'est la démocratie, c'est quoi? Alors, le pouvoir du peuple, pas le peuple, pour le peuple, comme on le dit. C'est pas ça. Alors, bon, c'est peut-être ce qu'on nous vend actuellement. Mais étymologiquement et historiquement, la démocratie, c'est quoi? Au temps de Périclès. C'est celui qui appartient au démos, c'est le mot grec pour dire le peuple. Hein. C'est sur une population de 400 000 habitants, à Athènes par exemple, c'est les hommes, hein, mais pas tous les hommes. Donc à l'exclusion des femmes, des enfants, des étrangers, des esclaves, parce qu'ils ont des esclaves. Donc les hommes. Et parmi les hommes qui ont les moyens. C'est-à-dire, celui qui a les moyens, c'est celui qui est capable de vivre sans travailler de ses mains. Donc, ça fait une minorité. C'est ça qui constitue le démos. Alors, transférons ça à nos affaires actuelles.
Est-ce que vous n'avez pas l'impression que dans les démocraties électives, par exemple sur une population de 20 millions d'habitants, si vous comptez le corps électoral et ceux qui vont voter effectivement, on est dans cette petite minorité. Alors, moi je ne suis pas là pour contester la démocratie, mais je suis simplement dit qu'on nous permette d'interroger ce mode de gouvernance et d'imaginer quelque chose qui soit plus conforme à la gestion ou à la gouvernance que nous voulons pour nos pays. Nous ne sommes pas obligés de tout prendre et d'essayer d'appliquer à la lettre, ça ne marche même pas. Donc vous pensez qu'aujourd'hui, on est dans un système politique présenté comme une démocratie, mais c'est où ceux qui ont les moyens, comme vous le disiez au temps de Périclès, ce sont ces gens-là aujourd'hui qui font marcher les choses. Les faits parlent d'eux-mêmes, je crois que c'est ça. Et donc, c'est vraiment reprendre les travers et dans la démocratie actuellement, telle que nous l'appliquons, quelle est la place des femmes? Nous sommes quand même en Afrique. Nous sommes dans une société normalement matrilinéaire, donc organisée autour de la femme. Quelle est la place de la femme dans les instances de décision? Parlons de notre pays. Elles sont plus nombreuses. Le président s'est engagé pour 30%. De quoi? De femmes. Non, elles sont 52%. C'est pas la charité. Non, il faut faire la justice. Et permettre aux femmes d'être au poste de décision. Et je pense que nous expérimentons. Par exemple, le président peut décider pendant 5 ans on fait ça. Bon, il lui reste plus tellement 5 ans. Disons pendant 3 ans on fait ça. Si c'est pas bon, au bout de 3 ans, il change. Mais moi, très personnellement, je pense que notre société, je parle de la société burkinabé, de la société africaine, aurait une autre figure si les femmes étaient représentées à la hauteur du poids qu'elles représentent dans la société, aux instances de décision. Mais comment on peut expliquer donc, également... nous faisons comme les Européens, alors que nous avons une histoire différente. Prenons des pays comme le Rwanda. Oui, voilà. Regardez au Rwanda, quelle est la part des femmes. Les Swatini et Swaziland, qui sont présentés aujourd'hui comme des modèles quand même en termes d'organisation et de développement. Le Rwanda, c'est un exemple. Ce ne sont pas des démocraties. Le Rwanda, si. Regardez quand même, sur la question dont nous discutons à l'instant, la représentation des femmes au Parlement, dans les postes de décision, dans la vie publique, ça n'a rien à voir avec ce que nous faisons ici. Et regardez d'où vient ce pays. C'est quand même... voilà, le génocide. Oui, voilà, ce sont des exemples. On ne dit pas que tout est parfait là-bas, mais en quelques années, ils ont quand même réussi à un exploit qui est à la portée de tous les peuples africains. Est-ce que il ne faut pas des hommes forts comme Kagame? Il faut surtout des hommes vertueux et qui donnent l'exemple et qui soient capables de mettre tout le monde au travail. C'est ça un dirigeant, un leader, c'est ça. Voilà. Qu'il utilise la force ou pas, mais il faut qu'un exemple positif soit donné, une certaine rigueur, une discipline et surtout, au-dessus de tout, l'intérêt général, l'amour du pays. C'est tout ce qu'on demande. À partir de septembre, M. Sommet, vous allez rejoindre le Kenya pour enseigner l'égyptologie et participer à la mise en place d'un centre d'études pour la Renaissance africaine. Au niveau donc de cette université, une université de sciences, disons, que va chercher l'égyptologie dans une université dédiée aux sciences? Ok, donc j'ai été recruté donc, à compter de septembre donc, à Dedan Kimati University of Technology. Donc c'est une université qui forme des ingénieurs, des scientifiques. Et ils ont demandé expressément une personne qui est capable d'enseigner la civilisation égyptienne, d'enseigner la langue égyptienne et d'enseigner aussi à ces jeunes futurs ingénieurs l'histoire des sciences et des techniques de l'Afrique et notamment de la période égyptienne. Ben, j'ai trouvé cela, disons, excellent, mais aussi inhabituel. Parce que la discipline-là est classée parmi les humanités. Et donc, à ma connaissance, c'est la première fois qu'une université qu'une université des sciences décide d'en faire une discipline importante.
Voilà. Et en quoi ça peut être un plus pour ces étudiants? Quelqu'un qui veut être ingénieur en technologie, qui étudie l'égyptologie? Alors, c'est une université africaine qui veut former ses futurs cadres à partir de l'histoire des sciences et des techniques produites sur le continent africain. Ce n'est pas exclusif des autres contributions. Mais il me paraît logique, mais ce n'est même pas ce que nous faisons, que nous repartions vers les sources les plus anciennes pour savoir un peu quel a été l'apport des nôtres dans les sciences et les techniques. La science, c'est quoi? C'est la façon de résoudre des problèmes en créant des outils à une période donnée et de voir si ces outils fonctionnent ou pas. Donc, s'ils ont fonctionné dans le passé, on peut s'inspirer de cet esprit de créativité pour non pas refaire les mêmes outils, mais en fonction de la réalité d'aujourd'hui, inventer, c'est ça un ingénieur, inventer des outils pour solutionner les problèmes d'aujourd'hui et peut-être ceux de demain. En tout cas, on vous souhaite un bon vent donc, dans cette nouvelle responsabilité au Kenya. Avant cela, je précise que vous étiez également enseignant à l'université de Metz, c'est toujours en France. Mais on a envie de savoir, finalement, avec toute cette somme d'expérience, pourquoi vous n'enseignez pas au Burkina Faso, M. Sow? Ben, écoutez, vous enseignez où on vous propose d'enseigner. Moi, beaucoup de jeunes me posent toujours cette question, parfois avec beaucoup de vigueur, sur des choses, et je ne peux pas souvent répondre comme ça. Dans mes lectures perdues, quelque part, j'ai découvert que vous avez essayé, mais que vous n'avez pas été accepté. Non, en fait, c'est que en parlant de... Bon, c'est pas un cas personnel, hein. Il n'y a pas que moi. Et je veux dire, si je suis concerné, c'est pas parce que quelqu'un en veut à Yopori Kasome ou quoi. Mais je me suis rendu compte que c'était une pratique très répandue. Et je connais beaucoup de camarades qui sont très compétents, donc je suis plus à l'aise pour parler d'eux que de moi, qui sont très compétents, qui sont rentrés ici, qui ont tout fait et qui n'ont pas été acceptés. Alors, donc je suis l'un d'entre eux, c'est tout, donc c'est pas un cas spécifique. Mais ce que j'ai à dire là-dessus, moi j'ai pas d'acrimonie, c'est comme ça. Au contraire, ça m'a permis, je pense, de faire une production que je n'aurais peut-être pas faite si les choses avaient été autrement. Donc je me suis dit, moi, de toute façon, en partant, je savais que je revenais. Alors, tout le monde le sait. Et je suis revenu. Et quand je suis arrivé, les parents me demandaient, mais qu'est-ce que tu viens chercher ici? C'était dans une période très difficile, en effet. J'ai dit, c'est mon pays, j'en ai pas un deuxième. Donc, voilà. Et puis, je me suis dit, non, ça, le problème, c'est pas le mien, ça, c'est ceux qui décident ou ne décident pas, ça, c'est leur problème. Le mien, je voulais, parce que moi, je suis un Africain, c'est ce que j'ai l'habitude de dire, donc un panafricain. Et je me suis dit, vu que je ne peux pas faire ce que j'avais envie de faire ici au Burkina ou dans un autre pays d'Afrique, parce que j'ai aussi postulé ailleurs, ça n'a pas marché non plus, ailleurs en Afrique. Qu'est-ce que je peux faire pour me rendre utile à mon pays, c'est-à-dire à l'Afrique, au Burkina, à la Côte d'Ivoire, au Sénégal, etc. Qu'est-ce que je peux faire? C'est faire de la production, et c'est ce que j'ai fait. Voilà. Aujourd'hui, est-ce à dire que c'est fini, monsieur? Non, Yopori Kasome ne reviendra plus jamais enseigner au Burkina? Non, mais je suis là, c'est pas fini. C'est pas fini. Je veux dire, si la possibilité existe, je la prendrai. Voilà. Et je suis heureux de pouvoir revenir sur le continent africain et puis de faire ce travail au Kenya. J'ajoute qu'un des aspects de la feuille de route que le recteur veut me donner, ou m'a donné, c'est de mettre en place, enfin d'aider à mettre en place un Center for African Renaissance Studies. Donc ce n'est pas un centre pour les études africaines, mais un centre pour les études sur la Renaissance africaine. La Renaissance africaine. Donc ce n'est pas la Renaissance du Kenya seul, hein, c'est la Renaissance africaine, et ils veulent que cet institut, ce centre, ait une portée panafricaine et même internationale. Donc, et vous avez aussi l'ambition, je l'ai lu également, de créer une chaire Cheikh Anta Diop à l'université
Thomas Sankara? Disons que c'est une proposition. Moi, je ne suis pas en état de créer une chaire, donc j'ai fait une proposition donc de penser une forme d'enseignement, on peut appeler ça une chaire ou autre, à l'université Thomas Sankara. Pourquoi Thomas Sankara? Parce que je sais qu'il y a eu une relation intéressante entre ces deux figures. Thomas Sankara et Cheikh Anta Diop. Et ce serait un hommage que le Burkina puisse reprendre ce projet, qui est porté aussi d'ailleurs par l'IPN, mais pour le porter à un niveau où l'œuvre de Cheikh Anta Diop, l'œuvre historique, l'œuvre scientifique, l'œuvre égyptologique soit enseignée, et aussi associé à cet enseignement un cours ou un enseignement sur l'œuvre politique de Thomas Sankara. Je pense que ça, c'est un trésor sur lequel nous ne pouvons pas marcher comme ça. Et donc, c'est une proposition qui est faite. Et j'espère qu'elle trouvera une oreille attentive. De l'extérieur, quel est le regard que vous jetez sur la situation de l'enseignement supérieur au Burkina? C'est un peu... Disons que bon, les choses se font avec des difficultés, sans aucun doute, liées à plusieurs facteurs. Par exemple, le nombre d'étudiants qui n'est pas adapté, disons le nombre de places, de la capacité d'accueil de nos universités reste faible comparativement au nombre d'étudiants qui arrivent. Et ce nombre-là, il ira en grossissant. Donc, il faut envisager... Est-ce que les politiques actuelles sont à la hauteur de ce défi-là? Mais pourquoi ils ne seraient pas à la hauteur? Moi, ce que je pense aussi, c'est que, en fait, si vous regardez un peu dans nos pays respectifs, vous voyez que les mêmes problèmes sont posés dans ces différents pays. Alors, comme je vous ai dit, je suis un panafricaniste, je me dis, pourquoi ne pas envisager des solutions au moins sous-régionales ou régionales? Et le mieux, ce serait panafricaine. C'est-à-dire mettre ensemble nos énergies et créer des institutions de formation qui soient à la hauteur de ce que notre jeunesse attend. Et les pays pris individuellement n'y arrivent pas. Donc, qu'est-ce qui nous empêche de nous unir, au moins pour régler? Ce sont des problèmes concrets que pas seulement les Burkinabés ont. Tout autour de nous, c'est les mêmes problèmes. Alors que si nous sommes ensemble, nous sommes plus forts. Pour l'enseignement supérieur, pour l'éducation nationale et pour d'autres problématiques. Pour d'autres problématiques. Ouais. On va évoquer à présent, M. Yoporika Somé, votre casquette politique, parce que au-delà des salles de classe, vous avez également un engagement, notamment donc dans le mouvement Sens au Burkina. Vous représentez donc le mouvement, la diaspora. Au niveau du bureau? Donc, au niveau de la direction du mouvement, donc, je suis responsable, je suis secrétaire national en charge du panafricanisme, de la diaspora et des relations extérieures. Alors, et pourquoi cet engagement politique? Qu'est-ce qui vous a amené à vous engager? Sans se servir et non se servir, de Maître Guy Hervé Kam? Sens, effectivement, se servir et non se servir. Ça veut dire quoi? Mettre l'intérêt général au-dessus de nos considérations personnelles et au-dessus de tout. C'est un peu dire, c'est le patriotisme, quoi. Et c'est ça, selon moi, ce que devrait être la politique en général. Et si je suis allé, c'est parce que, voilà, on a fait le constat que la politique devenait autre chose que ça, un service au public. Et moi, mon engagement, je dirais, n'est qu'une conséquence logique de ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Donc, je me considère comme un citoyen. Et vu la situation dans laquelle nous sommes, ici même au Burkina et ailleurs en Afrique, il me paraissait légitime d'aller offrir ce que j'étais capable d'offrir pour qu'ensemble, avec d'autres, nous proposions une alternative. C'est ça le centre de l'engagement. C'est quelque chose qui vient comme... c'est pas une activité supplémentaire ou c'est pas quelque chose qui se rajoute, de mon point de vue, à ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. C'est la conséquence logique. Jusqu'à maintenant, je pense que ça n'a pu se faire. Moi, je n'ai
pu m'engager que suite à une série d'événements. Je pense que s'il n'y avait pas eu l'insurrection, jamais je ne serais entré dans la politique, parce que ce qui s'est passé avant, c'était tout ce que moi, c'était une sorte d'abjection pour moi. Voilà, c'est ce qu'il ne fallait pas faire. Maintenant, la chose a changé, et je pense qu'il est temps pour les artistes, les intellectuels, je parle parce que c'est le milieu que je connais le plus, de jouer leur rôle historique. De rentrer en politique. De rentrer dans la vie de la société et d'aider à ce que nous portions l'intérêt général au-dessus de tout, au-dessus de nos considérations personnelles. Voilà. Une fois que ça s'est acquis, les artistes peuvent retourner à leur art, les philosophes à leur philosophie. Vous n'avez pas un peu déchanté après les élections de 2020 non, le mouvement a présenté des candidats aux élections législatives. Oui. Pas un seul élu, oui, avec un score, en tout cas, qui n'est pas très réluisant, disons-le ainsi. Non, disons que nous n'avons pas eu d'élus. Nous en avons tiré les leçons. Un score, quand même, en termes de nombre de voix. Il faut vous souvenir juste que nous sommes apparus, nous existons depuis le 2 août 2020. C'est-à-dire, on est allé aux élections à peine 4 mois après notre création. Et le nombre de voix obtenues nous place quand même en très bonne position sur l'échiquier politique. Voilà, c'est-à-dire vous n'avez pas d'exemple dans l'histoire de notre pays d'un mouvement ou d'un parti qui a été créé et qui 4 mois après fait ce score aux élections. Bien sûr, moi j'ai accusé le coup parce que je croyais que nous aurions quand même au moins un élu ou une élue, vu ce que nous présentions. Mais ça nous a servi de leçon. Est-ce que ça ne vous permet pas de vous rendre compte que les belles idées ne suffisent pas? Si, les belles idées ont leur importance. Après, ce dont nous nous sommes rendus compte, beaucoup d'entre nous, parce que nous étions des novices, c'est la pratique, ce qui se passe sur le terrain politique. Nous avions déjà écrit dans nos textes qu'il y a des choses que nous ne voulons pas faire. Beaucoup de gens ont gagné des sièges, ils le savent, nous avons vu des choses grâce à ça, à ce que nous ne voulons pas faire. Grâce à quoi? Vous parlez de... écoutez, le règne de l'argent, je ne sais même pas d'où ça sort. C'est-à-dire nous n'avons pas assez d'argent pour construire des amphis, pour équiper des hôpitaux et de tas d'autres choses. Mais il y a de l'argent comme ça, brusquement, quand même en moins d'un mois, pour élire des gens. Non, ce n'est pas comme ça que ça devrait se passer. Donc, tout le monde est d'accord avec ça. Voilà, donc ce n'est pas un jugement moral, c'est simplement que en politique, et c'est ce que nous prônons, nous définissons des valeurs, nous définissons des lignes de conduite et nous nous appliquons. Et nous n'allons pas, parce que nous voulons gagner des sièges, nous livrer à un certain nombre de choses que nous combattons. C'est la raison de notre présence. Voilà. Est-ce que vous croyez en l'avenir de ce mouvement avec les méthodes dont vous parlez? Bien sûr. Est-ce que vous croyez aujourd'hui en l'avenir de Sens? Non, mais enfin, quand vous sortez dans la rue, vous trouvez quelqu'un qui est pour la corruption? Non. Vous trouvez quelqu'un qui est pour les injustices? Non. Vous trouvez quelqu'un qui est pour les mandats à vie? Non. Donc les gens veulent changer, les gens veulent le changement. Et tout ce qu'on leur demande, tout ce que nous demandons, c'est que ceux qui sont d'accord que nous ne devons pas permettre que l'intérêt général soit noyé dans les eaux glacées. Là, j'utilise une formule empruntée à Marx, que l'intérêt général soit noyé dans les eaux glacées des intérêts privés ou personnels. Ceux qui sont d'accord avec ça, on leur place parmi nous. Et je pense que c'est la majorité, théoriquement, c'est la majorité des Burkinabés. Maintenant, l'histoire est ce qu'elle est. Donc, il faut que nous allions chercher ces personnes-là, qui sont là, qui existent en chair et en os, qui sont bien disposés vis-à-vis de nous, certaines nous le disent, mais ne traduisent pas cela en engagement actif. Donc, mais justement, 2025, par exemple, arrive, certainement avec des élections encore, présidentielles, législatives, les municipales, c'est pour 2022. Oui. Que peut faire le mouvement Sens à côté de machines électorales comme par exemple le MPP, comme le CDP, comme le PC. Non, mais c'est 2025. Nous avons aussi le temps de construire une machine. Nous en avons les moyens intellectuels, nous en avons les moyens humains.
Bon, nous pouvons nous donner aussi les moyens matériels, les moyens logistiques pour mettre en place cette machine qui va fonctionner selon l'éthique et les critères que nous voulons installer dans la vie publique. Et peu importe qu'en 2025, nous gagnions ou pas, pourvu que nos idées gouvernent ce pays. Qu'est-ce que vous reprochez par exemple à la gouvernance actuelle? Bon, c'est que les promesses de l'insurrection ne sont pas tenues. Je ne sais pas si c'est dû à eux ou pas, mais voilà, c'est que les gens ont demandé en 2014 ne se réalisent pas. Et puis d'autres, on voit, je ne dis pas qu'il n'y a pas de changement. Il y a un changement, et il faut le dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de chuchoter le nom de Thomas Sankara, par exemple, comme ça a été le cas pendant longtemps. Vous pouvez parler librement, personne ne dira « si tu fais, on te fait et il n'y a rien ». C'est ça. Et on peut être très critique vis-à-vis du président sans en subir les conséquences comme autrefois. Donc ça, c'est un changement. Mais ça ne suffit pas. Il faut que les gens puissent mettre quelque chose dans leur ventre, puissent envoyer leurs enfants à l'école ou à l'hôpital, puis soient soignés quand ils sont malades. Et c'est ça qu'on attend. Mais les gouvernants actuels estiment que l'insurrection, bien sûr, apportait donc beaucoup d'espoir, mais que l'insécurité, parce que dès 2015, dès les premiers moments donc, du régime actuel, bien sûr, il y a eu l'insécurité. Et oui. En tout cas, la plupart du temps, quand il s'agit de défendre le bilan, les premiers responsables estiment que cette insécurité a empêché la mise en œuvre d'un certain nombre de choses. Je pense que quelque part, ils ont raison, je veux dire, mais ils sont aussi là pour garantir la sécurité du territoire et de ses habitants. Et bon, voilà, ce que moi je souhaite en tant que responsable du mouvement, c'est d'appeler à, disons, à faire bloc, parce que nous pouvons venir à bout de cette affaire. En tant que peuple, le peuple burkinabé est résilient, nous pouvons venir à bout de cette affaire. Il faut que nous nous serrions les coudes. C'est une condition sine qua non. Donc la sécurité précède le développement. Nous ne pourrons rien bâtir tant que nous n'avons pas ça. C'est-à-dire tant que l'agriculteur au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, n'a pas la possibilité de s'occuper de ses affaires. Voilà. Et ça, ce qui nous arrive depuis trop longtemps a trop duré. Et je ne crois pas, je n'arrive pas à imaginer que nous ne puissions pas mettre un terme à cet état de fait. Pour vous, comment on peut expliquer cela? Ce n'est peut-être pas à l'échelle d'un pays. Voilà, tous les pays qui nous entourent connaissent déjà ou potentiellement ce problème. Encore une raison pour aborder ça au niveau de la région ou de la sous-région. Comme le G5 Sahel, par exemple? Non, le G5 Sahel, est-ce qu'il fonctionne? Je veux dire, le G5 Sahel existe, mais on nous parle toujours, on nous parle fréquemment de la zone des 3 frontières. Voilà. Il faut faire comme s'il n'y avait pas de frontières et régler l'affaire dans la zone déterminée. Bon, moi je suis pas, c'est pas mon domaine de compétence. Avec une mise en commun des moyens. C'est une mise en commun des moyens, une mise en commun des hommes et qu'on. Vous ne semblez pas trop croire au G5 Sahel comme. Non, moi, si vous voulez, par éducation, je suis amené à me méfier de toutes les organisations où il y a ce que j'appelle une gouvernance par-dessus l'épaule. Voilà. Il faut que les Africains s'occupent de leurs affaires. C'est tout. Et les meilleurs spécialistes des affaires africaines, ce sont les Africains. C'est pas la France? Ni la France, ni l'Italie, ni la Turquie, ni l'Inde. Non, là, écoutez, les meilleurs spécialistes des questions françaises, ce n'est pas des Chinois, ce n'est pas des Russes, ce n'est pas des Cubains. Voilà, donc nous ne pouvons pas vouloir qu'on fasse une exception africaine. Je dis, l'histoire de l'Afrique montre que ce n'est pas possible. Donc faisons nos affaires. Certains s'appuient également sur ce qui est arrivé en Afghanistan pour dire qu'aujourd'hui, des pays. Mais qu'est-ce qui est arrivé en Afghanistan? En Afghanistan, les Américains sont venus. Les Russes avant. Les Russes avant, ils se sont retirés et dès le lendemain, les talibans qui étaient venus combattre ont repris le pouvoir.
certains estiment qu'aujourd'hui aussi, il ne faut pas s'en remettre à quelqu'un. C'est ce que je n'ai pas cessé de dire. Et dans ma façon de penser, j'ai toujours pensé ça. Les Africains règlent les problèmes de l'Afrique. Si les Africains décident de le faire, ils réussiront. S'ils confient cela à d'autres mains, on ne réussira pas. Ça, c'est la leçon de l'histoire. Je ne suis pas en train d'inventer. Vous êtes philosophe, vous êtes voilà, constamment, comme vous le dites, appelé donc à vous interroger sur l'homme, sur l'humanité. Comment on peut expliquer aujourd'hui ce qui nous arrive quand vous prenez l'une des attaques les plus meurtrières récemment, 47 morts, dont 30 civils, des villages souvent qui sont attaqués, des paysans dans leurs champs massacrés. Comment vous pouvez pas expliquer, mais... Nous sommes tous peinés de ce qui arrive et j'exprime ma compassion à toutes les familles endeuillées et sur l'attaque d'hier, mais aussi sur toutes les autres. Et comment on peut... Voilà, mais c'est un problème, un sujet de réflexion. Parce que ces attaques-là sont perpétrées par des Burkinabés, quand même. Par des jeunes gens d'une vingtaine d'années. Donc, quelle est la société qui a produit ce type de personnes? C'est ça, moi, c'est ça le sujet de réflexion. Alors, est-ce qu'il faut qu'il y ait une solution militaire? Parce que, je veux dire, mais la solution, ce n'est pas la seule solution. Il faut que nous reprenions, et ça c'est une solution à long terme, c'est ce que j'appelle la solution culturelle, la solution sociale, si vous voulez, la solution économique, etc., etc. Et pour reconstruire une société soudée, où chacun trouve sa place et où chacun peut croire en son avenir. C'est-à-dire, la jeune fille de 15 ans, il faut qu'elle voit des signes qui montrent qu'à 20 ans, 25 ans, elle pourra faire sa vie. Le jeune homme de 15 ans, pareil, qu'il soit au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest. Qu'il ne perde jamais l'espoir. Voilà, c'est ça. Et bon, il y a peut-être des problèmes de gouvernance qui ont conduit à ça. Il y a peut-être d'autres facteurs, mais je dis que notre société doit se pencher sur cette question. Ça dépasse l'aspect militaire. L'aspect militaire. La réconciliation nationale, M. Sommet, c'est aussi, en tout cas, une des grandes priorités de l'heure au Burkina Faso. Non, je pense que c'est la question sécuritaire est vraiment la priorité. La priorité. Oui, je à crois, côté aussi, certains estiment aussi que si on réussit la réconciliation, cela pourrait également influencer... Disons que moi, je ne comprends pas très bien l'affaire de la réconciliation, là. Il s'agit de réconcilier qui avec qui, quoi avec quoi. C'est quoi le problème? Ben, on estime que le passé peut-être du Burkina récent, comme peut-être plus lointain, a porté les germes de division. Mais ça, c'est la politique. C'est pas, je veux dire, c'est pas une adversité. Je veux dire, nous, par exemple, nous avons été aux élections, nous avons perdu. Ben, voilà, on va déclarer qu'on a perdu. Nous voulons le pouvoir. Nous allons compétir pour l'avoir. Donc, nous ne sommes pas dans le CDP, nous sommes même adversaires, mais on n'a pas besoin de se réconcilier avec eux, on n'est pas en guerre. Ni contre le CDP, dont nous contestons la gouvernance, ni contre le MPP, pareil, et voilà, c'est tout. Alors, est-ce qu'il s'agit de où est la... Non, pour moi, l'enjeu... La réconciliation, c'est que, bon, aujourd'hui, on a quand même des hommes politiques, pour ne rester que sur l'aspect politique, qui sont hors du Burkina, oui, depuis l'insurrection. Moi, je suis peiné que ces hommes politiques aient quitté le pays. Je veux dire, je suis responsable, j'ai fait bien ou mal, mais une fois que j'ai fini je reste là, je rends compte. Voilà, tu as fait ça ça c'est bien, ça c'est pas bien, voilà ta peine. Je purge et puis je reprends une vie. Je ne vais pas demander qu'on me fasse une réconciliation. Si j'ai fauté, je dois payer. Si j'ai bien fait aussi, je dois trouver ma place. Ce n'est pas parce que quelqu'un était dans un gouvernement qu'il est obligé de fuir quand il n'est plus en pouvoir. On doit examiner, le scanner. Vous avez fait ça. Ok, là, c'est une erreur. Mais bon, voilà, vous avez pris une décision, c'est la vôtre. Ici, il y a une faute, voilà le tarif. C'est tout. Donc, pour vous, c'est la justice, en tout cas comme la voie. Bien sûr. Obligatoirement par bien laquelle... sûr. Après, si des gens sont condamnés à de longues peines,
C'est après ça, bon, dans toutes les institutions, il y a un personnage qui a le droit de gracier ou de remise de peine. Voilà, et à ce moment-là, c'est fait. Mais au moins, chacun a reconnu, s'est justifié de son action. S'il y a des torts, les a reconnus, et puis on passe à autre chose. Mais moi, je n'envisage pas qu'une réconciliation permette d'effacer. Donc vous ne comprenez pas aujourd'hui l'action. On a le président, on a Zéphirin Diabré, le président de l'UPC, l'ancien chef de file de l'opposition qui est ministre d'État chargé de la réconciliation, avec des forums qui s'organisent dans les différentes communes qui vont aboutir à un forum national de la réconciliation. Non, disons que je n'ai pas bien suivi, donc je n'ai pas compris les enjeux, quoi. Mais si c'est pour faire ça, bon, selon moi, le plus important, c'est quand même de ramener la paix et la sécurité dans le pays. Après, ceux qui ont fait quelque chose et qui ont quitté, mais il faut, quand même, personne n'est interdit de rentrer ici. Hein, je pense. Il faut laisser les gens rentrer, s'expliquer. Il y en a qui sont restés en disant, et moi j'ai quand même de l'estime pour ces gens-là qui sont restés, en disant, voilà, je suis là, j'ai été ministre ou premier ministre, voilà, je suis dans mon village, voilà, s'il y a quelque chose, vous savez où me trouver. Le procès Sankara est enfin programmé, 11 octobre, à quelques jours de l'anniversaire de son assassinat. Déjà cette programmation, comment vous l'avez accueillie, que ce procès puisse enfin se tenir? Une très bonne nouvelle, qu'on sache enfin ce qui est arrivé. Parce que Sankara, ce n'était pas n'importe qui. C'est sa figure qui resplendit sur ce pays et au-delà, l'Afrique. Donc on a besoin de savoir ce qui s'est passé, de connaître la vérité et de pouvoir pas tourner la page et comprendre le tort qui a été fait, pas seulement au Burkina, puisque c'est une figure panafricaine et même internationale, et comprendre. Mais est-ce que vous pensez qu'on peut connaître la vérité si certains accusés ne sont pas là? Oui, mais les gens qui savent les choses ou qui étaient acteurs sont encore là, ils sont vivants. Ils sont vivants, certains sont ici. Même si certains accusés ne passent pas à la barre? Pourquoi? Mais s'ils sont convoqués, je pense qu'ils viendront. Vous pensez que l'ancien président Blaise Compaoré va venir, par exemple? Écoutez, pourquoi il ne viendrait pas? Pour quelle raison? Il était le président, alors c'est lui ou c'est pas lui? Si je viens, je dis voilà ce que j'ai fait, voilà ce que je n'ai pas fait, et puis la justice qui tombe, c'est pas la rue. C'est pas la rue. Bon, la rue pense que c'est lui. Bon, voilà, mais c'est pas la rue qui fait qui dit la décision de justice. Ce sont des juges qui jugent en fonction de faits, pas de rumeurs. Donc, je pense que moi, j'ai espoir qu'il viendra. C'est quand même un officier de notre armée. C'est le premier des Burkinabés. Je pense que c'est un homme d'honneur. On ne peut pas, je veux dire, si on a ces qualités pour diriger un pays, voilà, ça, le minimum, c'est de venir dire, voilà, bon, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que je n'ai pas fait, et puis qui nous explique un peu ce qui est arrivé à Sankara. J'ai dit, c'est pas n'importe qui, et c'est pas seulement un Burkinabé, c'est quelqu'un qui rayonne et qui a fait naître un espoir au-delà du Burkina sur toute l'Afrique et je dirais toute la jeunesse du monde. Monsieur Somé, ça va être le mot de la fin. Merci encore d'être passé sur le plateau de l'émission Sur la Brèche. Merci à vous. Un rappel, madame, monsieur, l'invité ce soir est bien monsieur Yoporeka Somé, docteur en philosophie et en égyptologie, écrivain, enseignant à l'université d'Edan Kimati à Nyeri au Kenya. Merci à vous qui nous avez suivis. Je vous donne rendez-vous le dimanche prochain pour un autre numéro de votre émission. Merci.